que je retiens portent sur les légitimités traditionnelles pour lesquelles j'ai le plus grand respect. Pour l'histoire, j'ai été le premier chef de parti ou le premier homme politique, il y a plusieurs avant, à les regrouper et à les recevoir ensemble, ce qu'on appelait rencontre avec la société civile. Tous les chefs de quartier de Bamako, tous les chefs de village étaient là dans une salle pour qu'on échange. Nous étions en 1993. Je pense avoir été le premier à avoir rendu visite aux familles fondatrices pour leur présenter nos respects. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'on est en train de mettre ces autorités traditionnelles sur une pente glissante, dangereuse pour le pays. Pourquoi? J'ai défendu la nouvelle constitution. Je m'en suis expliqué, j'ai dit pourquoi, je l'ai défendu. Mais je n'ai pas défendu toutes les dispositions. Il y en a une importante qui porte sur le Sénat. Sur le principe même du Sénat au Mali, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais sur sa composition, j'ai mis les plus fortes réserves, notamment la présence des légitimités traditionnelles au Sénat. Parce que quand on va au Sénat, on vote. On vote pour quelque chose et contre quelque chose. Et quand on ne vote pas, ça a un sens politique. Amener ces autorités, ces légitimités respectables, aller dire, levez la main, je suis pour, je suis contre, c'est une mauvaise chose. Par contre, j'ai dit ici, il faut les associer à l'exercice de l'autorité publique. Et j'avais proposé que le Conseil économique, social et culturel voit ses prérogatives élargies et sa composition améliorée. C'est là-bas qu'elles ont toute leur place. Pour contribuer, donner leur point de vue sans jamais être contestés et sans jamais être soumis à l'exigence d'un vote qui ne peut que les affaiblir. S'agissant des appels à candidature, quelle que soit la candidature, c'est une faute. C'est une faute. Il ne faut exclure personne de l'expression du suffrage. Mais pourquoi, mon Dieu, on va dire aux magistrats, tu n'as pas le droit d'exprimer publiquement une position et dire au chef de village de ce magistrat qu'il doit le faire. Ils doivent se mettre au-dessus des contingences. Et c'est là qu'ils garderont leur véritable statut. Le second point sur lequel je voudrais m'exprimer porte de façon plus globale et générale sur les questions posées sur les jeunes et la jeunesse. La première, semble-t-il, mon cher cadet, les jeunes seraient victimes des leaders politiques qui les ont traités en bétail électoral. Je traduirai, si vous le souhaitez, les responsabilités sont partagées, mais il faut qu'on amène les jeunes à jouer leur rôle, à prendre leur place, pas demain, ici et maintenant. Ici et maintenant. La démission des parents devient une redondance. Dugouti l'a dit, l'instruction passe avant tout. L'éducation, on l'oublie, je l'ai mis dans un tweet il n'y a pas si longtemps, lors de la journée de l'éducation. L'école, l'institution sur laquelle on insiste, va à volo. Quasiment, il ne reste plus rien. Donc, nous les parents, qui avons été formés, avons-nous transmis ce que devra transmettre?
Je me rappelle que sur les campus, il nous arrivait, je n'exagère pas, de nous retrouver après le réfectoire à 19h, de discuter, d'aller nous laver le matin à 6h pour aller dans les amphis. On parlait de Mao, on parlait d'Enver Odia, on parlait de Staline, on parlait de la Révolution nationale démocratique et populaire, on parlait de tout. Mais on peut parler de ça quand on ne lit pas. Hein. On peut parler du code quand on ne lit pas. Aujourd'hui, il y a d'autres sujets qu'il faut s'approprier et qui doivent faire l'objet de discussions des jeunes. Sans éducation politique, sans éducation patriotique, sans formation académique, tous ceux qui se disent « je suis leader de telle ou telle chose » se foutent un doigt dans l'œil et c'est leur. Ça commence par cela. C'est après que le leadership vient. Mais le leadership, ce n'est pas la capacité de s'exprimer en public. Deuxième chose sur les jeunes, c'est la question de l'âge. Il semble que accéder au pouvoir après 40 ans, on est plus jeune. Vous savez, en 1992 ici, il y a eu un débat très sérieux. Très très sérieux. Dans la nouvelle constitution, il fallait fixer l'âge du président. Le consensus trouvé au sein du mouvement démocratique, c'était 30 ans. Pour l'âge du président. C'était une question de principe, mais cela concernait un responsable du mouvement démocratique. Un certain Moutaratal qui n'aurait pas eu 35 ans avant l'élection. Il y a eu à la conférence nationale des moments dramatiques sur cette question. Puis à la suite d'un certain nombre de tripatoulages, on a dit 35 ans au lieu de 30 ans. Alors il y a un monsieur que vous connaissez tous qui n'est pas dans cette salle, qui s'appelle PPR, qui a demandé la parole, qui s'est inscrit. Et qui a dit, vous venez de magouiller pour mettre 35 ans. Vous avez mis 35 ans pour que Boutata ne soit pas candidat, mais je vous dis une chose. Si Boutata n'est pas candidat, il n'y a pas d'élection présidentielle au Mali. C'est tout que j'ai à vous dire, il allait s'asseoir. La transition a été prolongée de 4 mois. Allez-y savoir pourquoi. Mais Boutata doit avoir ses 35 ans et quelques jours. Alors, dans la Constitution, on dit 35 ans. Mais si vous dites qu'au-delà de ça, on est plus jeune, jamais un jeune ne sera président du Mali. Jamais. Je vais au-delà. L'âge biologique ne règle pas toutes les questions des jeunes et de la jeunesse. Vous n'entendrez aucun commentateur politique avisé qui ne dirait X a été élu président de la République à 50 ans, c'est un jeune chef d'État. Là, on dit qu'il est jeune. Prenez la moyenne d'âge des chefs d'État. Donc, là, c'était vraiment des jeunes. Maintenant, il faudrait que tous les débats soient clairs au Mali. Il faut mettre un âge pour dire tu ne peux plus aller militer dans les organisations et associations des jeunes au-delà de cet âge, mais tu ne pourrais pas empêcher Abdelwad de dire quand il a été élu à 80 ans qu'il était un jeune. Il était un jeune. Hein. Il était un jeune. Je suis allé dans le d'ici 2 mois après son élection. Pas par opportunisme. Un temps, en Afrique, quand on parlait des opposants, on parlait d'Abdelwad, on parlait d'Alpha Condé, on parlait de Laurent Gbagbo, on parlait de Moutaratal, et on se voyait, on se rencontrait, on se parlait. Et je l'ai trouvé devant son ordinateur, grand comme un écran, mais en train de faire des choses que quelques-uns parmi vous ne peuvent dire, mais grand, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, moi je ne me laisse pas aller. Bon, bref, ce n'est pas l'objet. Donc, mon cher, l'âge biologique, on ne va pas s'accrocher à cela pour parler de ces jeunes qui ont été des chefs d'État. On a parlé pour les jeunes des programmes scolaires. C'est vrai que ceux qui n'ont pas connu les programmes d'avant 1963 ne peuvent pas comprendre les grands progrès qui ont été faits. Il paraît, moi je ne l'ai pas connu, la réforme de 1963 a commencé par nous. On nous appelait, dit,
nos ancêtres les Gaulois. Et tant d'autres choses. Nous, on est dans une phase intermédiaire, on connaît tous les chants des scouts. Tous les chants des scouts français. Mais aussi, on peut chanter tous les chants des pionniers. Je peux me lever ici, du premier au dernier vers, tous les trucs des pionniers. On peut le dire, ce n'était pas rien. Ça aidait énormément. Où est-ce que tous ceux-là sont partis? J'ai mené une lutte quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur. Un sujet qu'on n'imagine pas, mais qui nous touche tous. Ce sont nos meilleurs, les meilleurs de nos enfants, en tout cas des boursiers maliens qui vont à l'étranger. On regarde les notes, on prend les meilleurs, on dit toi tu as droit à aller dans tel pays, toi tu as droit, bon, vous qui avez des mentions passables, vous restez dans le pays. Moi-même, quand j'ai eu le bac, dans des conditions assez spéciales d'ailleurs, parce que j'ai fracturé mon genou le jour de la rentrée, je n'ai fait qu'un trimestre. Je suis venu à l'école en février, je n'ai fait qu'un trimestre. On peut dire qu'on était premier, qu'on était le bon. Moi, j'ai tous mes bulletins, je n'avais pas mes bulletins au lycée. J'étais le premier de la classe. Quand je suis venu au second, j'ai eu la bourse pour aller étudier à l'étranger, en Europe. J'ai dit non. Moi, je ne vais pas étudier dans un pays néocolonial. J'ai changé ma bourse contre une bourse au Sénégal. Beaucoup sont aujourd'hui, hein, mais à ma place, à 18 ans, ils n'auraient peut-être pas fait ça. Je l'ai fait. J'ai les preuves. Alors, quand je vois que les mères de nos enfants partent, je dis, je soumets un projet au gouvernement. Pourquoi ne pas construire une université d'excellence au Mali? Des locaux excellents, des programmes excellents, des enseignants excellents, et c'est là-bas qu'iront les meilleurs de nos enfants. Ils n'iront ni à Moscou, ni à Paris, ni à Dakar, ni à Abidjan. Ils resteront ici au Mali, et on fera venir les meilleurs professeurs du monde chaque année en vacataire pour venir leur donner des cours. On a dit c'est bien. C'est ça qui va régler les problèmes de leadership. Mais vous savez, on ne peut pas mourir dans un ministère, mais quand on quitte le ministère, les dossiers sont enterrés. Hein. Donc cette question me semble fondamentale, elle doit être réglée. Et ces projets, s'il n'est pas mis en œuvre un jour ou l'autre, nous continuons à être ici des sous-produits des autres. Les places s'arrachent. Elles ne se donnent pas. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Vous étiez là. Je l'ai demandé la permission à la personne d'être président du Sénat à 90. Hein. Je n'avais que 33 ans, je le répète. Et je n'étais pas candidat. Hein. On m'a imposé dans la salle. On a dit non, ce sera lui. Il n'y avait qu'un seul autre candidat, Maître Demba Diallo. On a dit non, tonton, et Batou Molo. Et le résultat des votes, une abstention, tout le reste, d'accord. Donc, les jeunes, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Venir voir les doyens pour dire, oh toi que j'ai mis mettre, parce que tu es vieux. Personne ne dit à son frère en mourant, en sortant de la maison, meurs avant de mourir tout ce soir, je vais prendre ta place. Et bien, il faut dire, Allah qui met encore. Mais, des fois, il faut faire des et qui se voit tout le monde. Et ça la donne la donne la double maf. Abad la nous fait des. Ni dès qu'elle a pas le guédron, abidjedi. Les jeunes après un certain âge, ils doivent être associés à l'exercice du pouvoir. Forcément. Mais, madame est partie. Malheureusement, madame Touré. Elle a employé une expression qui résume tout. Elle a dit les jeunes ne sont pas appelés. Personne ne vous appellera. Venez. Personne ne vous appellera. Venez. Venez, imposez-vous. Prenez votre place. Mais ils ne sont pas appelés. Pourquoi je vais t'appeler? Tu viens. Tu viens. Ça, c'est ce qui concerne le jeune, mon rival, qui m'appelle son tonton, je refuse. Je suis plus de son rival, je suis son grand-père. Je suis l'oncle de sa maman. Il me dit, non, 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 ce n'est pas la démocratie que l'on condamne, mais les processus démocratiques. Les processus démocratiques ne sont pas condamnables.
ce sont les régimes démocratiques qui sont condamnables. La démocratie est au-dessus de tout. Il n'y a rien de meilleur pour la gestion d'un pays que la démocratie. Mais le régime démocratique est tout à fait différent. Quand on parle de mouvement démocratique, il s'était assigné 3 missions. Il les a accomplies dans les délais accordés. Mais le 8 juin 1992, ce n'était plus le mouvement démocratique qui était au pouvoir. C'était un président élu par l'ADEMA. C'est le régime ADEMA qui a pris les relais. S'ils ont fait du bon ou du moins bon, de grâce, épargnons la démocratie, épargnons le mouvement démocratique, parlons du régime qui était en place et qui a fait ce qu'il a fait, qu'il n'a pas fait. Maintenant, pourquoi l'échec de la démocratie? C'est une question de la gouvernance. C'est une question essentielle. Bien évidemment, mon cher Kadé, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas eu une seule élection présidentielle au Mali qui a été vraiment propre. La première victime, c'était encore moi en 92. Je dis, j'étais jeune, mais le jour où on a proclamé les premiers résultats des premiers tours, où on m'a mis 3e, j'ai appelé les gens ça au sport. Ils sont venus, on a rappelé. J'ai dit, je ne suis pas 3e, je suis 2e. Et si je suis 2e, je gagne au second tour. Parce qu'au second tour, il n'y a pas de réserve pour Alpha Omar Konaré qui était vraiment premier. Mais j'ai dit, si je fais ça, le sang va couler à nouveau. Non, il n'y aura pas de sang au Mali. J'accepte. J'accepte. Et c'est comme ça qu'on a été éliminé. Ça, c'était la première fois. Mais ça a continué. Toutes les élections se sont passées de cette façon. Donc, quand l'élection est tronquée, la personne élue n'a pas la légitimité nécessaire pour appliquer son programme. Deuxièmement, qui me semble le plus important, ni hier ni aujourd'hui, il y aura échec tant que ce que nous manque fondamentalement n'est pas constitué. C'est une opinion publique, informée, formée, vigilante et exigeante. Parce que quand l'opinion publique est là, de deux choses l'une, où les gouvernements font ce qu'ils doivent faire, où l'opinion tout de suite les remet à leur place. Ils n'oseraient même pas faire un certain nombre de choses. Mais cette opinion publique, elle est difficile aujourd'hui à constituer. Pourquoi? Quelqu'un l'a dit. Malheureusement, ces composantes essentielles doivent être constituées par la société civile qui, malheureusement, prend ses quartiers dans les salons du pouvoir, dans les antichambres. Parce que moment, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pas tous. Il y en a qui restent ceux qui sont. Mais malheureusement, beaucoup attendent le premier appel pour venir au gouvernement. Ce n'est pas leur place, ce n'est pas leur rôle. Si tu veux venir au gouvernement, tu vas faire de la politique. De façon très claire. Alors, comment peut-on en 1992 travailler, monsieur le photographe, pour l'instauration de la démocratie dans un pays et en 2020, à la suite des régimes démocratiques? Je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé pour l'élection présidentielle, qui nous a vu dans la rue ici battre les pavés pendant 6 mois. Mais le seul point sur lequel je suis en désaccord avec mon cadet, il n'a pas tous les éléments de la création du FSD. C'est plus compliqué qu'il ne le dit et qu'il ne le croit. C'est plus complexe. Donc, on s'est retrouvés dans la rue. On nous a dit, arrêtez de battre les pavés, on va arranger tout ça, toutes les autres élections seront bonnes. Pour ceux qui le désirent, je vais vous donner toutes les réclamations que nous avons eu à faire devant la Cour constitutionnelle, devant la Cour suprême, avant l'élection. Pour dire que cette élection n'en est pas une. Et la veille de l'élection, être publié pour dire aux Maliens, restez chez vous. Ne vous mêlez pas de ça. C'est une mascarade. Ça a été une mascarade. Alors, moi je dis, dans la vie, il faut être cohérent. Je ne vais pas dire que c'est une mascarade. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Après, pour dire, montrez-moi mon lit pour dormir ou mon fauteuil pour me reposer. Je vais dans la rue pour dire que je ne suis pas d'accord et que ce n'est pas bon. Voilà pourquoi, pour défendre la démocratie, nous sommes allés au monument pour demander ce qui est prévu par les textes.
Et sur la base de ce qui est prévu par les textes, la désobéissance civile face à un pouvoir illégitime et illégal. Voilà ce que les textes disent. Voilà ce que c'est. Mais personne n'a jamais attendu appeler à un coup d'État. Jamais. Et ce qui est arrivé, c'est le parachèvement de ces mouvements-là. Et pourquoi c'est arrivé comme parachèvement de ces mouvements? Parce qu'on a sorti les chars. On a sorti les chars. On a tué nos jeunes. Vous voulez qu'on fasse quoi? Alors, je réponds à la question. Je ne regrette rien. Je me félicite de tout. C'est l'exemple que nous devions donner à notre âge. Ce jour, j'avais 62 ans ou 63 ans, d'aller dormir dans un fauteuil au monument. On a dormi là-bas 3 nuits, 3 fois de suite. C'est cette résilience, cet exemple de résilience que nous devons donner aux jeunes pour que être à la tête de l'État ne signifie pas numéro sans se bouffer là. Les règles démocratiques doivent être appliquées. Alors, mes chers, les cadets, c'est pas ici, à moins deux frères, bon, les autres, ce sont nos enfants et quelquefois nos petits-enfants. La balle est dans votre camp. Moitié clé que moi cliquer. Au Tsegake. Ni ma bladore kama. D'autres coups de kama. Iba blakore kama. J'ai dit souvent, excusez-moi de revenir parce que j'ai été appelé aussi par mon nom. J'ai dit, ce qui m'appartient le plus, c'est mon cabinet d'avocat. Je l'ai construit de mes forces. Quand j'ai commencé, je venais tous les jours, j'écoutais le journal de 6 heures de Radio France à l'époque dans mon cabinet. Pour apprendre, pour le faire. Il est devenu rapidement un des plus gros cabinets de Bamako. Quand je partais pour les marches, en 90, c'était un des plus grands cabinets de Bamako. Un grand cabinet d'avocat, ça veut dire quelque chose. Mais qui gère ce cabinet aujourd'hui? Je me suis mis au service de ma fille qui est avocate. Elle n'a pas été ici, hein. Elle a été ailleurs. À quelle heure dans Sabakana? C'est celle qui gère le cabinet. Mais si on ne peut pas faire ça au niveau de l'État, c'est qu'on n'a rien compris dans la vie même, dans le cycle chose. En en a trop mis en mita télé, fratona. À cela, on même pas au délit. Ne croyez pas qu'on peut faire le monde avec un smartphone. On n'y aura pas là. Mais faire un réveil. Merci infiniment.